Okay, so just for the beginning, I will talk about, not about exhibition, but at the beginning we'll start talking about the book of Benoit, qui s'appelle ZUS, Zone urbaine sensible. In Polish, ZUS has completely different meaning. It's something bureaucratic, so you know it's a little bit fun for us, but we want kind of insurance. Or system of health insurance and all the stuff like this. But because I'm sure that Rafa wants to speak more about this interpretation of the photographies and the context of archive, but I've got intuition that what is interesting here is also details and genealogy of the project. So I want to go back to the roots, to the basics, and start talking about the genius of the project, and also about what is in fact ZUS. Maybe we'll start not talking about photography, but about ZUS, about zone urbaine sensible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? What's that? Sa définition. Sa définition, it's written at the first page of your book. Sensitive urban zones are infra-urban territories defined by the authorities as being priority targets for urban policy according to local factors relating to the difficulties that the inhabitants of these territories are experiencing. So, but what does it mean when this? We were talking about a little bit about it yesterday, but if you could just make short resume about the meaning, the history of the term, of the acronym, and also about what is in fact what is going on. What is ZUS in fact? Because it's also some kind of concept which could be seen as something like from Foucault or Agamben, some kind of zone which is limited and with some special care, but in fact what it is. And, maybe more in this general terms, and then we'll go to the your book, okay? It's okay? Yes. So ZUS are related to areas which have some social, where people have social difficulties, and there's problem of violence and unemployment, and also a lot of abandon of the architecture, where those people live. So in 1996, the government, I can't remember which one it was, if it's left or right, because they succeeded very quickly, but they decide to rebuild, and also to rebuild all those destroyed architecture, and started what they called, we love acronyms in France, they called En Rue, which was for the renouvellement urbain. So to know in which areas they had to rebuild and work and do their politics, they made an inventaire, an inventaire of all those territories, and they called it ZUS. So there are, I think, more than 700 ZUS in France. There are a lot also, of course, around Paris. And the project was to work on those territories and to document with photography, but not only, also with the document gave by this atlas of the ZUS.
Okay, so atlas is the meaning which will come back later. It's interesting. But what was striking for me when we were talking yesterday is that you said that sometimes the territoire of ZUS is gone. I mean that after some rebuildings and some changes, they are like there is no more ZUS in the somewhere, for example, because it's so it's interesting that. And if I've got a question, if in your project in the territories you were working is there any ZUS which doesn't exist anymore, or there are still are a lot. They're still sensible. I think all of them are still sensible, okay. But many of the places I photographed have disappeared because of the renouvellement urbain. So they destroyed some big buildings to rebuild small ones. But if some zones became less sensitive, less ZUS, that would say that the politic of the renouvellement urbain would give some positive results. But I never thought that the only fact to rebuild was enough to change. To change, yes. It's also. So it's a permanent state of like being well seen as something extraordinary. So there are toujours ZUS. C'est toujours ZUS, voilà. Ça change, it change a bit. Okay. Voilà. And I think they are also trying to give new project of educations in the schools, and all those things will, I hope, hopefully change the. Well, what was striking and we play with it, that the ZUS are very defined limits. Border sont limitées. Voilà, ouais. Donc, so it's very strange because here is ZUS and here is not. So it's something interesting when I think about city. But I want to also to ask you about the heritage of modernism, because it's very obvious here. It's in this book that most of the buildings we were photographing came from the 60s, 70s, sometimes. 70s, yes. So in France, Trente Glorieuses, this epoch of high development, and in the international style of modernism, which was like everywhere, also in the Eastern Bloc. It's also our experience, but so so you are like, and there is also this project of French photographer Benoit, which was mentioned by Jean-Christophe Belli in the text in the book, Le Climat du Monde, something like that, the most beautiful word. It was like the typology of very very simple gesture, the typology of postcards from the epoch with the new built blocks, and something quite similar with like Mikołaj Długosz did in Poland, a little bit changing the. And Mathieu Pernaut mixed those details of old postcards showing the modernity. It's something I was quite well. It's interesting because I was reading a little bit about this project of Benoit. It was very highly well. It was how to say it. Like it's like a point of reference in France, but I think in Poland it's like it's more obvious.
this gesture, because there are many people who are collecting like postcards of this period. So, but it's like something in the margins. So he was like making project about the genealogy of this let's say ZUS or this kind of architecture. So what was your Mathieu Pernon, and I think it's the title of his book. It's Grands Ensembles. Yes. So it's the big blocks. And what was like your relation to the architecture, to the modernism in general, this kind of architecture? Because it is here in the book, and you are also a photographer who work mostly for architecture. What is your attitude towards this kind of architecture, towards this kind of heritage? Because it's if you could just tell us a few words, like l'héritage des années 50. Des années 50, 60, toutes sortes de bâtiments comme ça, l'architecture de style international. This is something which you grow up with, like it's no, not at all. Right. Yeah. I grew up in nature. Okay. In south of France, in a village. Okay, so it's not your like very personal link. No. And so I discovered it living in Paris. I live in Paris since 30 years now, a little bit more. And as you said, I'm also working for architects. I did some commissioned work for them. So I used to travel a lot in the periphery parisienne. Okay, because it's like the Paris is full, so the new architecture is always. Well, architects. Almost always. Architects, they send you to just where the landscape is building new. And also I worked a lot for my personal work on that periphery, and I traveled a lot without map in that territory of Paris. Yes, and for me it was interesting also because you touched the territories which got very, in the context of Paris, very strong connotation, like in surrealism, like Elie Lothar was exploring the, maybe not but this mythology of banlieue, of bidonville, Anjou, there is strong history. Raymond Queneau was writing about it, a little bit of these ludic aspects, and also about this something between city and nature. This formless, let's say formless part of the city. When the city became more formless, it's of course these areas are very formed by men now because of the modernism architecture. But this genealogy of this, like the tradition of picturing these places are rather different. Like in. But there is still a strong feeling of formless, and also of. I like very much the Parisian banlieue in its shape, because it's pas très cadrable. It's not. It's very discreet. It's not appealing to you very strongly. You have to discover it. And I always feel it also like a chapelet. A chapelet is like a necklace. Okay. Voilà. And you have those grands ensembles, lotissements, small houses, non-lieux, all those different places mixing together. And for me it was very, maybe coming from nature, something
yes, natural element. I felt very, I feel something free also in that shape of the banlieue, which was very exciting for me to work on. Okay. And well, also you mentioned the non-linear. It's interesting because there are like in your book there are this part of like in situationist maps, like these parts of the map with the ZUS territory, which are black. So it's also like something which is a little bit non-linear, but it's very subversive because people live there and there are many good architecture. So it's like very you play with it. I find that you play with it in a subversive way. You are like sometimes you are like suggesting that it's not something like non-linear, but sometimes we could feel that it's like wow, it's a great architecture. I want to live there. So it's like you play with it all the time. I find it. I feel it like that. And but what I want to ask you is because there are three type of representation in the book. Like there are like your photographies, color one. They are like part of maps, which reminds this situationist tradition, or also some echoes of like maybe Georges Perec, or those very precise topographies and toponyms. Toponyms, yeah. And but also this very more objective, let's say, photographies made from the from above, yes, which are black and white. And I thought my first intuition was that they are taken from archive, but you said it's also yours. Yes, But what was like these three regimes? How it works on the book? What was your idea? Oh, it's very. I think it's perfect. But could you like maybe élucider comment ça marche ces trois régimes? Peut-être on parlerait français, comme c'est facile pour expliquer. Plus explicite. Pour expliquer ce très subtil moment. Non, il y a eu deux idées pour le livre qui lui ont donné sa forme. La première était on en a un peu parlé hier, d'associer ce territoire de ZUS qui est très précisément délimité. Wow. D'associer le territoire qui allait être photographié, le territoire photographié, le territoire documenté, au territoire du livre, donc à l'espace imprimé. Donc le projet de livre est arrivé très vite, tout de suite, comme le projet artistique. Donc ça c'était la première idée, donc d'associer une ZUS, un livret. Donc, dans le livre, il y a 11 ZUS et donc 11 livrets. Avec une possibilité de pouvoir les ouvrir comme on a fait ici aujourd'hui, soit tous ensemble. Ici, on est dans un contexte. Mais la logique de toute la livrette est la même ou oui. C'est la logique l'autre partie est définie. C'est une logique un peu administrative. Donc c'est logique de voilà, c'est pour ça donc dans ce sens, c'est le territoire réel définit un peu le territoire de livre. Tout à fait. Donc c'est intéressant. Et donc à l'intérieur de chaque livret, l'idée était pour revenir à ta question, d'associer différents modes de représentation pour montrer aussi qu'il peut y avoir un écart
un plan et une photographie, un truc de toponymie, et une vue d'en haut. D'accord. Je voudrais aller à quelque chose qui ici vraiment quelque chose de clair. Donc le mot archéologie. Donc parce que c'est le projet qu'on trouve aussi la forme c'est quelque chose qu'on peut nommer une sorte d'archéologie, mais il y a différents usages de cette mot dans ce contexte. Je suis presque sûr que pour la FAO, ça veut dire quelque chose d'autre dans ce contexte, parce que cette exposition, c'est aussi la sorte d'archéologie. Ton projet joue un rôle de quelque chose d'autre que ce que ça veut dire, que c'est quelque chose l'autre sorte d'archéologie qui est dans ton livre, mais c'est aussi l'archéologie. Donc ici c'est plutôt l'archéologie de modernité, archéologie urbaine, aussi quelque chose post-apocalyptique, à mon avis, un petit peu. Dans ZUS. Dans ton livre. Oui, tout à fait. Le ZUS, c'est un concept administratif officiel ou c'est très officiel, hein, complètement. Hein, oui, ça fait. Donc, mais ça correspond au ZUP ou. Il y a eu ZUP avant, des zones urbaines prioritaires, et après il y a eu ZUS, zones urbaines sensibles, et depuis 1 an ou 2 ans, je crois, c'était Emmanuel Valls, c'est devenu, je ne sais plus, encore un nouveau. Parce que zone urbaine sensible, d'utiliser le mot sensible, c'était quand même assez particulier. Donc ils l'ont changé pour un peu aussi baisser le... Mais c'est après banlieue 2000, c'est ça de Castro, c'est ça? Alors ZUS, c'est avant... ZUS, c'est 96. 96, c'est l'Atlas des ZUS. Ah oui, 96. Ouais, 1996. Ça existe aussi dans le site, dans Internet, l'Atlas des ZUS. Tout à fait. Moi, je me suis servi de... Moi, c'est un peu ma base de travail. D'accord. L'Atlas des ZUS, c'est ce qui a aussi donné le... Ouais. Mais c'est ce qui est intéressant ici, c'est qu'on touche le moment Foucaultien un petit peu, parce que c'est juste quelque chose de défini, d'administratif, c'est quelque chose de l'ordre de pouvoir. Mais de l'autre côté, nous sommes tout conscients qu'il existe le livre célèbre de Foucault, Archéologie du savoir, c'est un livre exceptionnel qui, quand il utilise cette mot archéologie pour définir l'archive. Donc c'est quelque chose qui a des moments Foucaultiens quand on parle des ZUS, dans l'autre niveau. Le niveau administratif, le niveau de pouvoir administratif, quelque chose comme ça, mais aussi ce niveau d'archives, archéologie, dans ce sens plutôt philosophique. Donc, c'est mon impression. En venant pour revenir à notre conversation, donc, c'est que la chose très intéressante ici, il n'y a pas le genre dans photographie. Donc, il y a beaucoup de traces de présence de gens, aussi des traces de par exemple, il y a les fenêtres brûlées, quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de choses comme ça, comme les traces on peut dire que on connaît l'accident naturel, on peut l'accident provoqué par l'homme. Donc c'est intéressant dans cette perspective plus apocalyptique. Ce sont les traces de l'homme, l'architecture un peu comme scénographie.
je suis. Tu es d'accord avec ce que je dis ou tu as complètement une vision différente de ton livre? Non, non, tout à fait d'accord. Et oui, mais c'est quelque chose de clair, parce que je dis même, on doit dire ça, parce que c'est. Ouais. Et c'est en fait, pour moi, c'est par exemple, tu as commencé ce livre par la série de couvertures tapisserie. Des papiers peints. Pas papier peint, c'est ça. Exactement. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu comme screen, comme place où on peut projeter notre idée. On peut aussi c'est la trace de présence, mais aussi c'est quelque chose de quelque chose qui est associé avec rêve. Avec rêve, ouais, c'est ça. Donc c'est aussi la perspective intéressante pour moi. Et je trouvais que c'est ouvrir la porte de quelque chose qui est moins défini que la documentation européenne. Et je trouvais qu'il y avait aussi dans les papiers peints une analogie avec la photographie, parce qu'ils sont un peu comme des surfaces sensibles. Voilà. Chaque fois, il y a aussi des surfaces sensibles. Et moi, je les ai photographiés en lumière du jour. Voilà. Donc, chaque fois, ils sont éclairés par les ouvertures, les fenêtres qui sont. Et donc, ils montrent l'espace aussi. Donc, tu métaphorises cette situation au début de livre, un peu. Alors, l'ordre des livrets, moi j'ai dit que c'était un projet qui avait quand même quelque chose de... Il n'y a pas ça dans le livret, c'est seulement dans le... Oui, mais ils sont numérotés, donc les livrets aussi, il y a un ordre, même si on peut bien sûr le changer, puisqu'ils sont pas reliés, mais l'ordre a été donné c'est un ordre administratif, c'est-à-dire que c'est dans l'ordre croissant des numéros des départements, et après c'est par ordre alphabétique. Donc c'est comme ça que le livret, le cahier des papiers peints est arrivé au début, et j'ai beaucoup aimé. Et la dernière image, c'est une image un peu archéologique, elle est ouverte là, sur une des tables. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est sur la relation entre image et texte dans ce livre. C'est pas très évident, c'est pas fort dans le sens que c'est assez discret, mais il y a cette toponymie, c'est quelque chose qui raconte, à mon avis, poésie, une sorte de poésie, aussi de quelque chose de pérec, on dit. C'est un peu une poésie administrative. C'est vraiment visible, c'est poésie administrative. Avec un vocabulaire. Et c'est vraiment visible dans cette tentative d'épuisement. Oui, c'est ça. C'est l'autre projet qui est parti de ça. Est-ce que tu as ça avec toi? Non. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment je dis de cette partie de texte qui fait un vrai poème. Voilà, qui sont... oui, donc les toponymies qui définissent les ZUS sont des rues par rue. Donc ça, c'est à la fois un vocabulaire, ça convoque à la fois un vocabulaire cadastral, parce qu'il y a aussi des parcelles, un vocabulaire d'urbanisme, parce que ça va peut-être aller jusqu'à l'autoroute A1 et après à la rue telle, et aussi historique, puisqu'on va aller jusqu'au bois de Bondy ou au puits, voilà. Donc ce dont on parle... Donc c'est aussi la question d'objectivité dans ton livre. Oui, et de point de vue. De point de vue. C'est ce moment où cette phrase administrative devient quelque chose d'abstrait en fait. C'est la même chose avec la photographie. Le moment quand la documentation devient quelque chose de vraiment abstrait, dans l'ordre complètement différent. On peut
vu ça. Donc c'est mon impression. Bien sûr, on peut voir dans ton projet la documentation très précise de zones, de quelque chose. Mais mais il existe ce moment de Descartes aussi, quelque chose. Ce moment où l'ordre de quelque chose de réel devient caché, à mon avis, devient quelque chose, comme on dit, abstrait, métaphorique. C'est ça? C'est difficile. Ça, je sais pas. Voilà. Moi, j'ai essayé de garder une distance par rapport à un sujet qui est très... qui, quand on en entend parler, c'est à la télévision, aux infos, il y a des voitures qui brûlent. Enfin, c'est un sujet qui suscite beaucoup d'hystérie. Voilà, donc l'idée, c'était aussi de pouvoir montrer ces territoires avec une certaine distance, donner un peu la réalité d'une exclusion qui est là, à côté, autour de Paris, et qui est quand même assez révoltant. Donc c'était un peu le côté politique du projet aussi. Ce côté politique. Moi, je pourrais pas commenter Foucault, je ne suis pas philosophe, etc. Mais là où Foucault, moi j'aimais bien, il disait... il y avait ce rapport à l'exclusion, voilà, rapport à l'exclusion et aussi à l'actualité, de pouvoir travailler sur quelque chose qui aujourd'hui, dont on est contemporain. Voilà. Et alors moi je ne travaille pas frontalement avec l'actualité, mais je pense que c'est aussi l'actualité. Et c'est l'archéologie de l'actualité en fait. C'est peut-être l'archéologie de l'actualité. Ouais, donc c'est... Voilà. Est-ce que tu peux faire un focus sur cet aspect politique du projet? Donc, quels sont les contextes politiques, le texte d'exclusion? Moi, je pense que c'est un sujet politique. Moi, je ne suis pas un militant. Ça ne va pas changer, mais disons que c'est un sujet, je pense que c'est politique. C'est un sujet politique. C'est un sujet politique par son histoire, si on remonte, et par son aspect contemporain aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrées en fait dans le livre. D'accord. Quand tu as commencé de travailler sur ce projet, tu penses que le contexte politique change après quelques années? Ou c'est la même chose, le même sujet? C'est-à-dire? Non, parce que tu as commencé de travailler, tu m'as dit, en 2010. Donc maintenant, tu penses que c'est la même situation ou ça change? C'est pareil. C'est pareil. C'est peut-être plus dur même des fois. Même. On parle pas en français. Oui, écoute, je switch to English. Je voulais poser des questions. Bien sûr. Une question. Première question. Est-ce que c'est une commande ou c'est une force de vous, de l'intérieur, de donner ces témoignages négatifs? C'est une commande personnelle. Personnelle, Ouais, c'est ça. oui, il n'y a pas d'institution derrière. Et sur l'état de fait, par rapport à l'extérieur de Paris total, vous vous sentez plus près de l'encyclopédiste de Rousseau, plus près d'Auguste Sander ou plus près de Jean Richter? Richter le peintre? Oui. Richter, Sander, c'est tout des grands. Richter, Sander, c'est encyclopédiste. Richter, vous savez pourquoi? Promeneur solitaire, j'aime bien aussi. Non, mais, oui, mais Richter, vous savez pourquoi je demande ou pas? Non. Ah ben Richter, il travaillait dans un labo, il ramassait les morceaux de photos qui sortaient des machines,
Et il avait la mission de faire témoignage de l'image du monde en entier. Ce contexte d'Atlas. Ah oui, l'Atlas, hein, avec l'Atlas. Oui, oui, par rapport au magnifique répertoire, oui, projet, c'est hein, ça. bien sûr. Il était montré à Varsovie récemment. D'accord. C'était beaucoup de... Oui, c'est question exacte. Ouais, bon, je ne saurais pas dire. Bah, Non, hein, pour il y a- moi, Sanders, c'est vrai que c'est la figure humaine qui, même s'il y a sûrement, il y a aussi de l'architecture. Mais il y a un rapport ou pas dans la démarche, dans votre envie de témoignage? Non. Je sais pas. Mais c'est Non. difficile à dire parce que tout ça s'est mélangé dans le projet. Toute Bah la- oui. À moi, Bah oui. cette cette tradition d'encyclopédie, cette tradition de Richter, No, my demam, a może... nie, ja się pytam, Aha. co jest jego Impuls. co jest jego motorem, jego impuls, jego Donc c'est la question d'impuls. jego causa mentale, jego Que le début. co jest motorem, Que le qu'est-ce qui est moteur. Pour ce travail, pour ça. Oui, est-ce que c'est nie, czy to niesprawiedliwość, c'est injustice sociale, ou est-ce que c'est documentation nette, non, documentation politique par rapport à l'injustice. Oui, moi, il y a une injustice sociale, tout à fait. Il y a une exclusion qui a motivé aussi le projet, bien sûr. Et vous venez d'où exactement? De quelle ville vous venez? Moi, je vis à Paris, mais je viens du sud de la France. Oui, mais sud, c'est grand. Moi, je viens de Mirmande. Oh, incroyable. Vous connaissez? Non, j'avais une copine qui était brocante. À Mirmande? Elle venait de Mirmande, mais elle était à Paris, c'est la plus grande collectionneuse de robes, elle s'appelait Bien sûr. Mirmande. Je la connais très bien. Enfin, Nicole Oudard. Oui. Ouais, super Nicole Oudard. Ouais. Elle était voisine de mon studio à la place de la Très, très. Ouais. C'était une très belle personnalité de Mirmande, Nicole Oudard. Ouais, j'ai fait beaucoup des grandes fêtes chez elle. Je le connaissais très très bien. C'est pas elle qui impose. C'est pas elle. I ona jest jakby tym zapłonem do projektu. Ah non, mais elle ramassait des choses quand même. Elle était, oui, on a trouvé, comment vous disiez, comme la chapelet, là, elle ramassait quand même des choses. Tu veux continuer le projet parce qu'il existe cet aspect obsessif dans Cet aspect obsessif dans cette sorte de documentation. Donc, Obsessionnel. ouais. Ouais, c'est pas si obsessionnel. Enfin, je pense que ça serait obsessionnel peut-être si, dans les typologies qui sont montrées à l'intérieur, si c'était vraiment typologique, un peu à la Béchère, ou voilà. Alors que Les gens de midi. je pense qu'on s'approche, comme disait Raphaël, il y a la matérialité de la chose, il y a des points de vue. C'est un travail aussi sur le point de vue, je pense. C'est pour ça que des fois aussi, il y a quelquefois 2 photos avec le point de vue qui change un petit peu. Et on est loin, on est près. J'avais envie aussi comme j'ai quand même aussi pas mal travaillé pour les architectes, de faire aussi ce travail un peu avec leur code. Tu vois, quand un architecte passe commande, où il aime bien avoir une vue de loin, un détail. Il pense qu'il sait le faire aussi. Parce que Il pense qu'il sait le faire, le photo, l'architecte. les architectes, Ah oui, ils font appel à des photographes quand même. C'est compliqué de photographier pour un architecte. Peut-être que la fin, on peut montrer un petit peu les idées de cette rencontre entre Lepczynski et Benoît. You continue. Mogę nawet po polsku, może przetłumaczyć. Pan Krzysztof może. Ponieważ zbliża się godzina rzeczywiście 18, to można już Opowiedz po polsku. mówić po polsku. Dlatego też